Il était un véritable titan de l'industrie, un homme qui semblait posséder absolument tout, un compte bancaire au 9-0, un somptueux domaine de campagne en Dordogne, rappelant une demeure seigneuriale, et à son bras, une femme renversante et ambitieuse. La seule chose qui lui manquait, c'était le respect pour son épouse discrète et modeste, qu'il gardait à la maison comme un objet précieux mais inanimé. Lors de la réception la plus importante de toute sa carrière, le bras passé autour de sa maîtresse, il avait décidé de montrer au monde entier à quel point sa femme comptait peu pour lui. Mais il commit alors une erreur véritablement catastrophique. Il oublia à qui il parlait. Il croyait humilier quelqu'un. En réalité, il insultait la seule personne sur terre qui avait le pouvoir de tout lui reprendre, jusqu'à la dernière chemise. La lumière du soleil, déversée à flots par la grande baille vitrée de la salle du petit déjeuner de leur propriété valant des centaines de millions d'euros, paraissait à Jean-Marc Delorme d'une agressivité rare. Elle était trop vive, excessivement joyeuse, et mettait cruellement en évidence une unique petite tache presque invisible sur le pied chromé de la table au plateau de marbre. Claire, aboya-t-il sans lever les yeux du dernier numéro de Les Échos. Le personnel se détendit aussitôt. Claire Delorme, son épouse depuis 10 ans, s'immobilisa, la tasse de thé suspendue avant d'atteindre ses lèvres. Elle ne portait pas un pyjama de soie, mais un simple ensemble de sport fonctionnel. Ses cheveux blonds cendrés étaient soigneusement attachés en queue de cheval. Elle ressemblait davantage à une femme sur le point d'aller faire ses courses au marché du village qu'à l'épouse de l'homme que Forbes France venait de sacrer nouveau roi de l'immobilier régional. Elle jeta un regard vers la tâche. « Je parlerai à Marie, Jean-Marc. Cela ne se reproduira plus. » « Veille à ce que ça ne se reproduise pas, » répondit-il en tournant la page. Le froissement du papier épais résonna comme un coup de tonnerre dans le silence vaste et creux de la pièce. Il occupait le poste de directeur technique chez Avanti Développement, l'entreprise de construction immobilière haut de gamme à la croissance la plus rapide du pays. En seulement 5 ans, il avait transformé une petite société en un mastodonte multimilliardaire dont les tours redessinaient la skyline de Paris et de Lyon. Il leva les yeux vers sa femme, de l'autre côté de la table. Elle était jolie, agréable, dotée d'une beauté discrète et peu marquante. Elle gérait la maison avec une efficacité presque maniaque. Les réceptions étaient impeccables. Le personnel parfaitement formé, malgré quelques tâches occasionnelles, et jamais, absolument jamais, elle ne le dérangeait pour des futilités. Elle était le décor idéal, soigné et de haute qualité, de sa vie trépidante et flamboyante. Mais, mon Dieu, qu'elle était ennuyeuse. Son téléphone vibra sur la table. L'écran s'illumina. Camille. Un lent sourire prédateur se dessina sur les lèvres de Jean-Marc. Il décrocha. Delorme. Jean-Marc, mon chéri, murmura une voix féminine suave. Je lis le communiqué de presse pour ce soir. Tu es annoncé comme l'orateur principal. Il t'appelle le dauphin. Vraiment? Eh bien, il ne se trompe pas, répondit-il en s'adossant à sa chaise. Il croisa le regard de Claire. Elle fixait sa tasse, le visage impénétrable. Il ressentit cette pointe d'irritation familière et mesquine. Elle ne lui posait jamais de questions sur son travail. Ses succès titanesques semblaient la laisser totalement indifférente. « Tu vas faire exploser la scène ce soir », continua Camille. « Je viens de récupérer la robe, la rouge, celle que tu aimais tant. »« Celle avec la fente », marmonna Jean-Marc, déjà ailleurs par la pensée. « J'ai hâte. Tu seras à ma table, évidemment. Premier rang, au centre, là où est ma place. Envoie-moi une photo de la robe. » Il raccrocha. Claire reposa doucement sa tasse sur la soucoupe. « C'était Camille, ton assistante, dit-elle calmement. »« Assistante exécutive, corrigea-t-il machinalement. »« Et oui, elle finalise les préparatifs de la grande soirée des réalisations Delorme. C'est la nuit la plus importante de l'histoire d'Avanti. Nous recevons nos partenaires clés. Je sais, ma robe est prête. » Jean-Marc soupira. « Claire, à ce propos, j'ai besoin que tu restes discrète ce soir. C'est un événement professionnel.
Il y aura beaucoup de gens de très haut niveau. Je dois me concentrer entièrement sur le réseautage. Camille sera avec moi pour organiser les rendez-vous et gérer mon agenda. Le regard de Claire se leva enfin. Ses yeux étaient très clairs, presque d'un gris translucide. Tu veux dire que je dois rester assise tranquillement et ne pas te faire honte? Jean-Marc se raidit. Je veux dire que tu ne dois pas me distraire. Tu sais à quel point tu deviens silencieuse. Les gens trouvent ça impoli. Camille comprend l'énergie de ce genre d'événement. C'est une requin, comme moi. Un requin, répéta Claire d'une voix neutre. D'accord. Et moi, je suis quoi? Jean-Marc plia enfin le journal et lui accorda toute son attention. Il sentit monter en lui cette vague de domination, la même qu'il éprouvait en concluant un contrat à 9 chiffres. Tu es mon refuge, ma chère. Le havre tranquille où je reviens. Tu gères cette maison. Tu organises notre vie. C'est là ta force. Gérer des conseils d'administration, c'est la mienne. Ne mélangeons pas les deux. Ce soir, j'ai besoin d'une tigresse à mes côtés. Et toi, je te demande d'être une brebis. Il se leva en ajustant les poignets de sa chemise Tom Ford à plusieurs milliers d'euros. Je vais au bureau. On se voit à la réception. Essaie d'avoir l'air festive. Il sortit de la pièce sans se retourner. Il ne vit pas la main de Claire se refermer autour de la fragile tasse en porcelaine. Il ne vit pas les fissures minuscules, fines comme des fils d'araignée, qui se propagèrent soudain sur sa surface. Une seconde plus tard seulement, il entendit un craquement sec et étouffé, lorsque la tasse se brisa net en deux dans sa main. Claire regardait les deux moitiés parfaites posées dans sa paume. Elle ne tressaillit pas, ne laissa paraître aucun signe de douleur lorsqu'une goutte de sang perla sur sa peau. Brebis, murmura-t-elle dans la pièce vide inondée de soleil. Curieux. Elle se leva calmement, passa sa main sous l'eau du robinet et enveloppa la petite coupure dans une serviette. Puis elle sortit son téléphone, un modèle simple et banal. Elle n'appela ni une amie, ni un avocat. Elle ouvrit une application de messagerie sécurisée et tapa un unique message à un contact enregistré sous le nom A. Lefebvre. Le message était bref. Initiez le protocole tempête. Entrée en vigueur aujourd'hui à 22 h, heure de Paris. La réponse arriva instantanément. Confirmation, Madame la Présidente. Êtes-vous certaine? Claire regarda la petite tache sur le pied de la table que Jean-Marc avait désignée. Elle regarda la tasse brisée. Elle pensa à la robe rouge Versace. J'en suis absolument certaine. Qu'ils profitent de leur fête. Ce sera la dernière. La grandiose soirée des réalisations de l'Orme n'était pas une simple réception. C'était un couronnement, organisé dans la grande salle de bal de l'hôtel Le Royal à Lyon. Une mer de smoking noirs, de diamants étincelants et de regards affamés, brillants, appartenant à des gens qui détenaient le pouvoir ou rêvaient désespérément de s'en approcher. La file de journalistes s'étirait sur plus de 30 mètres. Les flashs des caméras aveuglaient les yeux tandis que sénateurs, milliardaires de la tech et vedettes du show business entraient dans le bâtiment. Jean-Marc Delorme était l'épicentre de tout cela. Il se tenait sur la mezzanine, un verre de cognac de 25 ans à la main, s'imprégnant de l'atmosphère. Chaque bannière, chaque sculpture de glace, chaque composition florale à 1000 € portait le logo argenté et épuré en forme de V d'Avanti Développement, son entreprise, son empire. Tu ressembles à un roi, murmura Camille Renaud, glissant son bras sous le sien. Il la regarda et esquissa un sourire. La robe rouge Versace était spectaculaire. Ce n'était pas tant une robe qu'une déclaration d'intention, ne laissant absolument aucune place à l'imagination. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière avec une perfection lisse, ses lèvres pleines et sensuelles. Elle était une tigresse, comme il l'avait dit. Une arme. Un trophée. Vous êtes magnifique vous aussi, Madame Renaud, murmura-t-il en posant sa main avec autorité sur la peau nue de son bas du dos. Il balaya la salle du regard à la recherche de Claire. Il l'aperçut dans un alcôve plus calme, en train de parler avec un responsable du service traiteur. Elle portait une robe argentée,
discrète et élégante, presque austère dans sa simplicité. Elle était ravissante, pensa Jean-Marc, mais d'une beauté froide et distante, semblable à celle d'une statue, totalement éclipsée par l'éclat vivant et ardent de Camille. Une pointe d'agacement le traversa. Ne pouvait-elle pas faire un effort pour ressembler à l'épouse d'un titan? Ne pouvait-elle pas au moins faire semblant de se réjouir de son succès? Un journaliste du service économique de Les Échos s'approcha, micro à la main. Monsieur Delorme, soirée incroyable. Avantier a véritablement transformé le paysage urbain français. Quel est le secret de votre touche de Midas? Jean-Marc rayonna, bombant le torse. Il se lança dans son discours favori, sur lui-même. C'est très simple, en réalité. La vision, l'audace. Il ne faut pas avoir peur de démolir pour construire quelque chose de meilleur. Pendant que mes concurrents font des groupes de discussion, moi je signe des chèques et je déplace des terrains. Il faut être un requin. Il faut être prêt à dévorer ses concurrents. Et vous l'êtes sans aucun doute, répondit le journaliste. La nouvelle tour à la Défense est un chef-d'œuvre. Mais un projet d'une telle ampleur, des rumeurs circulent. On dit que vous avez des soutiens très influents, très discrets. La maison mère, Aigle Rouge Capital. Ils sont réputés pour leurs secrets. Pouvez-vous nous en dire plus à leur sujet? Le sourire de Jean-Marc se crispa légèrement. Aigle Rouge était sa seule frustration. Ils étaient l'argent, un puits de capital profond et sans fond qui finançait sa vision. Il n'avait jamais rencontré le conseil d'administration. Toutes les affaires passaient par un intermédiaire, un avocat parisien rigide nommé Maître Antoine Lefebvre. Il validait chaque proposition. Il apportait chaque euro, tout en restant obstinément anonyme. Aigle Rouge sait reconnaître les bons investissements, répondit Jean-Marc avec aisance. Ils fournissent le carburant. Moi, je fournis le moteur. Ils ont l'intelligence de ne pas se mettre en travers de mon chemin et de me laisser piloter. Et en parlant de votre équipe, insista le journaliste en désignant Camille, vous semblez apprécier un partenaire dynamique. Madame Renaud, vous êtes toujours à ses côtés. Camille rayonna. Jean-Marc a besoin de personnes capables d'avancer avec leur temps. Des gens qui voient l'avenir comme lui. Pour moi, c'est un honneur d'être son bras droit. Et qu'en est-il de votre épouse, Madame Delorme, demanda le journaliste en se penchant pour apercevoir Claire, qui vérifiait désormais consciencieusement le plan de table près de l'entrée. Quel rôle joue-t-elle dans votre réussite? Le voilà. Le moment. Jean-Marc sentit l'effet du cognac, l'adrénaline, l'admiration dans les yeux de Camille. Il regarda Claire, là-bas, semblable à une administratrice rigide, puis Camille, qui ressemblait à une déesse de feu. Une vague de mépris le submergea, si forte qu'elle en devenait presque enivrante. Il voulut tracer une ligne. Montrer à tous qui comptait et qui ne comptait pas. Il éclata d'un rire bref, méprisant. Claire, elle est indispensable. Il fit un large geste, et les conversations alentour s'éteignirent lorsque les gens se tournèrent pour écouter. Claire releva la tête. Ses yeux gris croisèrent les siens à travers toute la salle. Voyez-vous, dit Jean-Marc, et sa voix porta dans la salle, pour bâtir un empire, il vous faut deux choses. Il vous faut une tigresse, et il vous faut une petite chatte domestique. Il passa la main le long du bras de Camille. Il vous faut quelqu'un avec du feu. Une tigresse, insista-t-il, qui chasse avec vous, qui déchire les adversaires, qui comprend ce que signifie tuer. Il sourit à Camille, qui vibrait littéralement de triomphe. Puis il pointa son verre droit vers Claire. Toute la salle de bal des centaines de personnes suivit son geste. Claire resta immobile. Un projecteur la trouva. Et ensuite, poursuivit Jean-Marc, il vous faut, eh bien, une petite chatte domestique. Quelqu'un pour réchauffer les coussins. Quelqu'un pour veiller à ce que le garde-manger soit plein. Il haussa les épaules, feignant une indulgence magnanime. Claire est la meilleure ménagère dont un homme puisse rêver. Elle est simple. Elle maintient l'ordre dans ma vie domestique pour que je puisse me concentrer sur les choses vraiment importantes.
Chaque roi a besoin d'un château, et elle en est l'excellente, discrète petite intendante. Le silence qui suivit fut lourd, absolu. Le sourire du journaliste se figea. Camille, en revanche, laissa échapper un petit rire de victoire. Jean-Marc, prenant ce silence stupéfait pour de la révérence, leva son verre. Alors, un toast aux tigresses et aux petites chattes domestiques patientes qui nous soutiennent. Claire ne broncha pas. Elle ne pleura pas. Elle ne rougit pas de honte. Son visage demeura parfaitement serein, calme. Elle soutint simplement son regard 2 secondes. Jean-Marc eut l'impression qu'un bloc de glace lui glissait le long de l'échine. Puis elle se détourna non pas brusquement, mais avec une lenteur réfléchie et quitta la salle de bal. « Ah, elle est timide », dit Jean-Marc en tentant de sauver l'instant. Alors, comme je le disais à propos du projet à la Défense. Mais l'ambiance était brisée. Les gens chuchotaient. Il était allé trop loin. Il n'avait pas seulement insulté sa femme, il avait été cruel. Jean-Marc, siffla Camille en lui enfonçant les doigts dans le bras, son sourire avait disparu. C'était trop. C'était la vérité, répliqua Théil sèchement, se mettant soudain sur la défensive. Viens, allons boire quelque chose de vrai. Il se fraya un chemin jusqu'au bar en ignorant les regards. Il ne savait pas que Claire ne se dirigeait pas vers leur voiture. Il ne savait pas qu'elle se trouvait dans l'ascenseur de service, montant vers une suite privée au dernier étage. Il ne savait pas que, dans cette suite, Maître Antoine Lefebvre et une équipe de 4 avocats d'affaires l'attendaient. Des dossiers et des ordinateurs portables recouvraient toutes les surfaces. C'est fait, dit Claire en entrant et en jetant sa cape argentée sur une chaise. Son visage, si calme et serein en bas, semblait maintenant taillé dans le granit. Il l'a fait. Une humiliation publique, demanda Lefebvre d'une voix sombre. Il m'a appelé une petite chatte domestique devant 200 de nos partenaires et la presse, répondit Claire en s'asseyant en bout de table. Il a porté un toast à ma simplicité. Les avocats grimacèrent. 22 heures, dit Lefebvre en consultant sa montre. Protocole activé, Madame la Présidente. Les premiers blocages entrent en vigueur immédiatement. Claire acquiesça. Bien. Je l'ai tout. Avanti développement. Ses comptes personnels. Les comptes communs. Les lignes de crédit. Tout. Je veux que demain matin il se réveille en étant l'homme qu'il est réellement, un homme qui n'a rien. Jean-Marc se réveilla au bruit atroce d'une saleuse de voirie. Sa tête semblait remplie de ciment humide, sa bouche avait le goût d'un cendrier. Il tâtonna pour trouver son téléphone. Il était 9h30. Il était rentré ivre et agressif, célébrant son triomphe avec Camille. La voiture de Claire n'était pas là, et son côté du lit était intact. Parfait. Il n'était pas d'humeur à supporter son jugement silencieux. Il consulta son téléphone. 17 appels manqués de son directeur financier Philippe Moreau, 3 du responsable des chantiers. Une douzaine de messages. Jean-Marc, appelle-moi. C'est urgent. Où es-tu? Les lignes d'Aigle Rouge sont gelées. Nos comptes principaux sont bloqués. Je ne peux pas payer les salaires. Jean-Marc, qu'est-ce que tu as foutu? Jean-Marc s'assit sur le lit, la gueule de bois s'évapora dans une vague de panique glacée. Il rappela Philippe. Celui-ci répondit à la première sonnerie. Philippe, qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de voir tes messages. Jean-Marc, bon Dieu, qu'as-tu fait? Aigle Rouge Capital vient de retirer toute notre ligne de crédit renouvelable. Il invoque une clause de rupture de confiance. Tout notre capital opérationnel est gelé. Tout. Quoi? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Jean-Marc repoussa les draps et se dirigea vers son bureau. C'est un bug. Appelle Lefebvre. Appelle leur service financier. Je l'ai fait. Cria Philippe, la voix brisée par la panique. Je suis au téléphone depuis 6 heures ce matin. Tous les contacts chez Aigle Rouge ont disparu. Leurs lignes sont coupées, les mails reviennent,
Comme si tout le holding s'était évaporé. Et, Jean-Marc, ce n'est pas seulement les comptes de l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Jean-Marc en tentant de se connecter à son ordinateur, la main tremblante. Ma sécurité vient d'appeler. Tes codes d'accès au serveur principal d'Avanti ont été annulés hier à 22h01. Les miens aussi. On est verrouillé hors de notre propre entreprise. C'est impossible. L'écran de connexion clignota. Accès refusé. Mon Dieu. Mon Dieu. Le sang se glaça dans les veines de Jean-Marc. Il tenta d'accéder à son compte personnel à la caisse d'épargne, celui où il gardait son argent de poche. Il entra le mot de passe. Un nouvel écran apparut. Compte gelé. Veuillez contacter votre conseiller bancaire. Non, 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 non. Il essaya sa carte American Express Platinum. Il composa le numéro au dos. Monsieur Delorme, dit une voix automatique courtoise, votre compte a été suspendu par le titulaire principal. Quel titulaire principal? Je suis le titulaire principal. Le titulaire principal de ce compte professionnel, précisa la voix, et c'est Delorme, Aigle Rouge Capital. Jean-Marc laissa tomber son téléphone. C'est Delorme. Claire Delorme. Le nom de sa femme. Cela devait être une coïncidence. Une erreur administrative. Une monstrueuse, catastrophique erreur administrative. Claire. Rugit-il en sortant du bureau. Claire. La maison était silencieuse. Il se précipita dans leur dressing commun. Le côté de Claire était vide. Pas une seule robe, pas une paire de chaussures, seulement une rangée de cintres en velours abandonnés. Il se rua dans la salle de bain. Ses produits de beauté, ses soins pour la peau, ses absurdes parfums français hors de prix, tout avait disparu. Elle était partie. Parfait. Qu'elle fasse sa scène dramatique. Mais comment aurait-elle pu faire geler ses comptes? Cela n'avait aucun sens. Son téléphone sonna de nouveau. C'était Camille. Jean-Marc, dit-elle. Sa voix était dure et fragile à la fois. Je suis en bas. Tes grilles ne s'ouvrent pas. Le gardien dit que mon nom n'est plus sur la liste. Quoi? Attends. Jean-Marc s'agitait en essayant de s'habiller. J'ai quelques problèmes de sécurité. Un dysfonctionnement du système. On va régler ça. J'ai laissé mon ordinateur portable dans ton bureau, et ma carte a été refusée au café. C'était tellement humiliant. Ta carte, ma carte professionnelle refusée. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc? Hier soir tu ressemblais à un dieu, et maintenant tout s'écroule. Répare ça. Elle ne parlait plus comme une maîtresse, mais comme une créancière furieuse. Je m'en occupe. Je vais au bureau. Il se précipita dans le garage vers son Aston Martin DB11. Il appuya sur la télécommande. Rien. La porte du garage ne s'ouvrit pas. Les phares ne clignotèrent pas. Un petit voyant vert sur un nouveau panneau de sécurité qu'il n'avait jamais vu auparavant clignotait en rouge. Il était prisonnier dans sa propre maison. Il courut vers la porte d'entrée au moment précis où une Mercedes-Benz noire s'arrêtait devant le portail. Un homme en costume sombre et simple en sortit et s'approcha du digicode. Il n'avait pas de code. Il avait une clé. Les lourdes grilles de fer s'ouvrirent. L'homme, que Jean-Marc ne reconnut pas, remonta calmement l'allée pavée, une mallette à la main. Il ne sonna pas. Il utilisa une autre clé pour ouvrir la porte d'entrée. « Qu'est-ce que vous foutez ici ?» hurla Jean-Marc depuis le haut des marches. « C'est une propriété privée. J'appelle la police. »« Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Delorme, » dit l'homme d'une voix calme. Il posa sa mallette sur la console du hall. « Je m'appelle Laurent Dubois. Je représente le service de sécurité privée engagé par le propriétaire de cette propriété. Je suis le propriétaire de cette propriété. » Non, monsieur, ce n'est pas le cas, répondit simplement l'homme. Cette propriété,
ainsi que les véhicules, les œuvres d'art et le mobilier, appartient à un trust privé géré par Aigle Rouge Capital. Depuis 22 heures hier soir, vos droits d'occupation ont été annulés. Jean-Marc le fixa. Son esprit refusait d'assimiler ces mots. Un trust? Quel trust? Il vous est demandé de libérer les lieux. Vous serez autorisé à emporter vos effets personnels, vêtements, articles de toilette, etc. Mon équipe vous accompagnera. Un véhicule sera mis à votre disposition pour vous conduire à l'hôtel de votre choix, à vos frais. Vous ne pouvez pas. C'est ma maison. J'ai acheté cette maison. L'achat, monsieur, a été effectué par le Trust Aigle Rouge, en votre nom, répondit Dubois, manifestement indifférent à la rage de Jean-Marc. Une courtoisie désormais révoquée. Claire. C'est Claire qui a fait ça. C'est elle, n'est-ce pas? Une manœuvre de divorce. C'est illégal. Je ne suis pas habilité à discuter de Madame Delorme, dit l'homme. Mes instructions sont uniquement d'assurer la sécurité du site. Vous avez 1 heure pour faire votre valise. Et sinon quoi? Ricana Jean-Marc, cherchant à s'accrocher à sa bravade. Monsieur Dubois le regarda. Ses yeux étaient parfaitement neutres. Sinon, vous serez expulsé pour intrusion illégale, monsieur Delorme. Et croyez-moi, vous ne souhaitez pas que la presse qui commence déjà à se rassembler devant votre portail obtienne une photo de cela. La tête de Jean-Marc se tourna brusquement vers les grilles. Camille n'était plus là. À sa place se tenaient 2 fourgons de chaînes d'information. Les premières secousses étaient terminées. Le tremblement de terre commençait. Les 48 heures suivantes furent une descente en enfer bureaucratique. Jean-Marc, humilié, escorté hors de sa propre maison avec une seule valise, fut déposé devant l'hôtel Pullman Paris Centre. Lorsqu'il tenta de s'enregistrer, ses cartes de crédit personnel furent refusées. Toutes, sans exception. Il dut utiliser les derniers 1500 € en liquide de son portefeuille pour payer de nuit. Il s'assit sur le lit impersonnel de la chambre. Son monde tournait. Ce n'était pas une tactique de divorce. C'était une exécution. Il passa la journée au téléphone. Ses avocats, une équipe de premier plan issue d'un grand cabinet parisien, étaient déconcertés. Jean-Marc, nous avons étudié les statuts d'Avanti, dit son avocat principal, Maître Bernard, la voix métallique au haut-parleur. C'est du béton armé. Tu es directeur général, mais tu ne détiens aucune action. 0. Toute ta rémunération, tes bonus, même ta participation patrimoniale, tout est synthétique, indexé sur la performance et accordé par Aigle Rouge. Ils sont l'unique actionnaire. Nous n'avons jamais vu une structure pareille. Qu'est-ce que ça veut dire, synthétique? Hurla Jean-Marc. Ça veut dire que tu ne possèdes rien. Tu es un salarié très bien payé, Jean-Marc. Incroyablement bien payé, mais un salarié tout de même. Et la clause de résiliation? Mon Dieu. Elle renvoie à une annexe sur la morale et le comportement, permettant à Aigle Rouge de rompre le contrat pour tout acte portant atteinte à la réputation de la maison mère. Qu'est-ce que tu as fait? Jean-Marc pensa à son toast. À la façon dont il avait publiquement appelé sa femme une petite chatte domestique. Impossible. C'était personnel. Et ça, c'était du business. C'est ma femme, murmura-t-il, tandis que l'horrible vérité commençait enfin à prendre forme. Claire, c'est elle. Ta femme. Quel rapport a-t-elle avec Aigle Rouge? Demanda l'avocat. Nous sommes en train de vérifier son profil. Claire Delorme, née Claire Morel. Ses parents étaient de modestes ingénieurs informaticiens. Aucun patrimoine personnel, aucun actif d'entreprise. Elle n'est personne, Jean-Marc. Tout cela vient d'Aigle Rouge, pas de ta femme. Vous ne comprenez pas, dit Jean-Marc. Son esprit s'embrasa au souvenir du nom figurant sur le compte Amex. C'est Delorme. C'était elle. Ça ne pouvait être qu'elle. Il tenta d'appeler Camille.
L'appel bascula immédiatement sur la messagerie vocale. Il lui envoya un message. Mes comptes sont gelés. C'est une manœuvre hostile temporaire de mes partenaires. J'ai besoin d'un endroit où dormir et d'un peu de liquide. Sa réponse arriva 3 heures plus tard. Jean-Marc, je ne peux pas. Mon travail, ma réputation. J'étais ton assistante. On ne doit pas me voir avec toi pendant que tout ça se passe. Désolé, je dois penser à moi. Les avocats d'Aigle Rouge m'ont déjà contacté pour un entretien de sortie. Il jeta son téléphone contre le mur. Elle avait été sa tigresse, et au premier parfum de sang dans l'eau, elle avait disparu. Les informations tombèrent le soir même. Le directeur général d'Avanti Développement, Jean-Marc Delorme, est limogé. Les actions des partenaires s'effondraient. Aigle Rouge Capital procédait à une purge après un scandale retentissant. Que s'est-il passé lors de la soirée des réalisations Delorme? Son nom, son visage étaient partout. Il n'était plus le dauphin. Il était la honte. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais ce n'étaient pas des appels de soutien. C'étaient des fournisseurs exigeant d'être payés, des sous-traitants dont les chantiers venaient d'être arrêtés, des employés, ses anciens employés désormais sans travail, maudissant son nom. Philippe Moreau l'appela une dernière fois. Il liquide tout, Jean-Marc, dit-il d'une voix vide. Il ne te cherche pas de remplaçant. Il démantèle Avanti Développement, vendent les actifs. Tout le monde est licencié. 10 000 emplois ont disparu. Tout. Entièrement. C'était un château de cartes. Jean-Marc suffoquait. 10 000 emplois. Son héritage, ses tours, tout avait disparu parce qu'il avait insulté sa femme. Cela ne rentrait toujours pas dans sa tête. Le pouvoir était trop immense, la sanction trop absolue. Une épouse, même vindicative, ne pouvait pas disposer d'une telle puissance corporative. Le 3e jour, son argent s'épuisa. L'hôtel l'informa poliment que sa clé serait désactivée à 11 heures. Il se retrouva ruiné, toxique, sans un sou. Alors qu'il se demandait s'il pourrait vendre ses montres suisses de luxe contre du liquide, un courriel passa son pare-feu. Le seul. Expéditeur, bureau de la présidente Aigle Rouge Capital. Objet, convocation obligatoire au conseil. Le message était bref. Monsieur Delorme, vous êtes par la présente convoqué au siège d'Aigle Rouge Capital, situé à la Défense, tour principale, 44 étages, le vendredi 20 octobre à 10 heures précises. Votre présence est requise pour finaliser la procédure de votre licenciement et discuter d'éventuelles actions judiciaires. Un véhicule vous attendra devant votre hôtel. Voilà sa chance de se battre. Il rencontrerait ce mystérieux conseil d'administration. Il ferait face à la véritable force derrière l'aigle. Il supplierait, menacerait de poursuite, peu importait. Il ne se rendrait pas sans combat. Il découvrirait qui était réellement cette C.E. Delorme. Il enfila son dernier costume Tom Ford, celui qu'il portait à la réception, désormais froissé par la valise. Il tenta de projeter l'image du titan qu'il était 3 jours plus tôt. Mais dans le miroir, il vit un homme désespéré et terrifié, à qui une main invisible avait arraché le monde sous les pieds. Le siège d'Aigle Rouge Capital occupait les 3 derniers étages de la tour la plus haute et la plus exclusive de la Défense, l'une des rares sur l'horizon parisien que Jean-Marc n'avait pas bâti. Le hall ressemblait à une cathédrale de marbre noir et de verre fumé, silencieuse à l'exception du murmure d'une cascade intérieure. C'était un lieu d'argent ancien, discret et terrifiant. À côté, les bureaux tapageurs d'Avanti semblaient un foyer d'étudiants. Jean-Marc déclina son identité à la réceptionniste, qui le toisa d'un mépris ouvertement glacial. « Monsieur Delorme, on vous attend. » On le conduisit vers un ascenseur privé. Il n'y avait pas de bouton pour le 44 étage. Un agent de sécurité utilisa un scanner biométrique, et l'ascenseur entama son ascension rapide et silencieuse. Les portes s'ouvrirent directement sur une antichambre. Une femme au visage sévère lui indiqua d'un geste les lourdes portes en chêne massif. « Ils vous attendent. » Jean-Marc lissa sa veste, inspira profondément et poussa les portes.
La salle du conseil était saisissante. Elle était dominée par une table unique de 15 mètres en obsidienne polie. Un mur entier était une baie vitrée du sol au plafond offrant une vue sur tout Paris, un panorama face auquel la vue depuis son ancien bureau paraissait un simple trou de serrure. 12 personnes étaient assises autour de la table, hommes et femmes en costumes sombres impeccables. Il les reconnut immédiatement, et son sang se glaça. Ce n'était pas un conseil d'administration. C'était un panthéon. Il y avait Henri Beaumont, le plus redouté des dirigeants de fonds d'investissement privés en Asie. Il y avait Madeleine Fournier, gestionnaire du plus grand portefeuille d'actifs privés de l'Union européenne. Il y avait le général Pierre Vaillant, à la retraite, désormais conseiller des plus grands contractants mondiaux de la défense. Et, à l'extrémité, se tenait nerveusement maître Antoine Lefebvre et un avocat qu'il avait toujours pris pour un simple intermédiaire. Ce n'étaient pas des protecteurs. C'étaient ceux à qui appartenaient les protecteurs. Des gens capables d'acheter et de vendre des pays avant le petit déjeuner. Et tout le regardait avec un mépris à peine dissimulé. « Monsieur Delorme, dit Lefebvre d'une voix sèche, merci de nous avoir rejoints. Veuillez vous asseoir. » Il désigna une petite chaise placée au centre de la pièce, à quelques mètres de la table principale. C'était la place de l'accusé. Jean-Marc s'assit, le cœur battant à rompre. C'est une assemblée de talents plutôt impressionnante, marmonna-t-il. Je ne la connaissais pas. C'est précisément le problème, Jean-Marc, répondit Madeleine Fournier. Son accent aristocratique fendait l'air. Vous ignoriez beaucoup de choses. J'exige de savoir ce qui se passe, dit Jean-Marc en rassemblant les restes de son ancienne arrogance. Vous m'avez ruiné. Vous avez détruit mon entreprise. Pourquoi? Pour une plaisanterie? Pour un problème personnel? C'est profondément non professionnel. C'est une ingérence malveillante. Non professionnel, répéta doucement Henri Beaumont. Un homme qui compare publiquement sa compagne de vie à du bétail nous fait la leçon sur le professionnalisme. Audacieux. C'est à cause de Claire, dit Jean-Marc avec incrédulité. Vous liquidez un portefeuille de 10 milliards à cause d'une querelle conjugale? Nous liquidons le portefeuille parce que son directeur général s'est révélé être un fardeau catastrophique, tonna le général Vaillant. Vous avez passé un test simple, monsieur Delorme. Un test de caractère. Et vous l'avez échoué de la manière la plus publique possible. Quel test? Qui est aux commandes ici? Qui êtes-vous pour elle? Maître Lefebvre regarda le fauteuil de cuir vide, à haut dossier, placé en bout de table. Nous sommes le conseil d'administration. Nous conseillons, nous gérons, mais nous ne régnons pas. Notre rôle est d'exécuter la vision de notre fondatrice et présidente. Alors je veux lui parler, exigea Jean-Marc. Je veux parler à cette C. Delorme. Où se cache-t-elle, comme toujours? Notre présidente attache une grande importance à la confidentialité. C'est vrai, répondit Lefebvre. Elle a toujours estimé que le travail devait parler de lui-même. Elle a bâti cette entreprise à partir de rien, et sa seule règle était que sa vie privée devait rester absolument inviolable. Elle voulait une existence calme. Elle nous a confié la gestion de son empire. Mais, ajouta Madeleine Fournier, elle croyait aussi à la nécessité d'avoir un dispositif de sécurité. Elle croyait qu'il fallait confier ses actifs les plus précieux à quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance absolue. Quelqu'un qui, par sa nature même, serait sous-estimé. De quoi parlez-vous? Murmura Jean-Marc, tandis qu'une nausée naissante remontait le long de sa gorge. Elle ne se cache pas, monsieur Delorme, dit maître Lefebvre. Son regard se déplaça vers les grandes portes de la salle du conseil. Elle a simplement pris du retard. Elle devait terminer la liquidation de votre empire. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent de nouveau. Jean-Marc se retourna. Claire entra. Mais ce n'était pas la Claire qu'il connaissait. Ce n'était pas la petite souris grise et silencieuse en tenue de sport. Ce n'était pas une chatte domestique. Elle portait un tailleur pantalon bleu nuit Armani, si strict qu'il semblait pouvoir couper. Ses cheveux,
habituellement attaché en une simple queue de cheval, était relevé en un chignon complexe et rigoureux. Ses yeux gris ordinaires avaient désormais la couleur d'une tempête d'hiver, et ils étaient fixés sur lui avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle tenait une mallette en cuir et était accompagnée de 2 avocats issus d'un cabinet parisien de tout premier plan, réputés comme les spécialistes les plus impitoyables en fusion-acquisition. Elle ne regarda pas Jean-Marc. Elle avança vers le bout de la table avec une autorité silencieuse et terrifiante. Tout le conseil d'administration légendaire se leva à son approche. Elle prit place dans le fauteuil de présidente resté vide. Maître Lefebvre tira la chaise pour elle. Madame la présidente, bienvenue. Merci, Antoine. Je vous en prie, asseyez-vous, dit Claire. Sa voix était la même, mais le ton totalement différent. Précis, autoritaire, absolument froid. Jean-Marc était paralysé. Il tremblait. Il était incapable de formuler la moindre pensée. Claire, qu'est-ce que c'est? Une plaisanterie? Tu es l'une d'eux? La secrétaire? Claire tourna enfin la tête. Elle le regarda non pas comme une épouse regarde son mari, mais comme un scientifique observe une expérience ratée sous un microscope. Bonjour, Jean-Marc, dit-elle. Veuillez vous abstenir de parler tant que l'on ne s'adresse pas à vous. Nous avons beaucoup de choses à examiner. Elle ouvrit sa mallette. Veuillez consigner au procès-verbal, commença-t-elle, quand ce jour le conseil d'administration se réunit pour ratifier le licenciement pour faute grave de monsieur Jean-Marc Delorme, directeur général du portefeuille désormais dissous Avanti Développement. Jean-Marc retrouva enfin sa voix. Elle sortit dans un râle étranglé. Tu es Delorme. Tu es. Claire leva les yeux, une légère irritation sur le visage. Oui. Claire Delorme. J'ai fondé Aigle Rouge Capital il y a 12 ans. Avanti Développement était mon projet personnel. Et toi, Jean-Marc, tu as été ma plus grande déception. Le silence dans la salle du conseil était total. Le seul son était le faible tic-tac d'une montre suisse de luxe au poignet de Jean-Marc. Une montre qu'il comprit, à cet instant, qu'elle lui avait offerte. Mais, balbutia-t-il, l'esprit court-circuité. Tes parents, tu étais simple. Le mot resta suspendu dans l'air, grotesque et stupide. Claire sourit réellement. C'était l'expression la plus terrifiante que Jean-Marc ait jamais vue. Simple. Oui. C'était exactement le but. Elle se pencha légèrement en avant. Mon père ne bricolait pas des programmes, Jean-Marc. Il a conçu l'algorithme de chiffrement central du premier réseau quantique mondial. Il a vendu le brevet pour une somme qui ferait passer toute ta fortune pour une erreur d'arrondi. Lui et ma mère détestaient être sous les projecteurs. Ils se sont retirés pour mener une vie discrète et m'ont appris à chérir une chose par-dessus tout, la vie privée. J'ai pris cet héritage et, à 24 ans, j'ai fondé Aigle Rouge. Je ne voulais pas que mon nom ou mon visage apparaissent dans Forbes. Je ne voulais pas faire la couverture des magazines. Je voulais construire. Alors j'ai créé une structure. J'ai engagé Antoine et ce conseil d'administration brillant pour servir d'avatar public à l'entreprise. Je suis resté l'ermite anonyme, c'est Delorme, tirant les ficelles dans l'ombre et vivant une vie tranquille. Et moi? Murmura Jean-Marc, le sang quittant son visage. Qui étais-je? Toi, répondit Claire d'un ton clinique, tu étais une expérience. Je t'ai rencontré lorsque tu étais cadre intermédiaire dans une petite société. Tu avais une étincelle. Tu étais ambitieux, déterminé. Je te croyais brillant. Je suis tombée amoureuse de ton énergie. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui peut bâtir avec moi. Donc tu me finançais? Je ne te finançais pas, Jean-Marc. Je t'ai créé, déclara-t-elle. J'ai fondé Avanti Développement pour toi. J'ai dégagé la voie. Je t'ai fourni le capital. J'ai passé des coups de fil en coulisses pour que tes permis soient validés. Ta vision, ta touche de Midas, c'était mon capital, mes relations et ma stratégie.
Tu n'étais qu'un frontman arrogant et bruyant que j'avais placé pour récolter toute la gloire. Parce que, contrairement à toi, je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai besoin de résultats. Jean-Marc secoua la tête. Le déni luttait contre une vérité horrifiante et évidente. Mais, notre vie, la maison, les réceptions, tu n'étais que ma femme. Oui, dit Claire. Et j'aimais cette partie-là. Je voulais un partenaire. Je voulais un foyer. Je pensais pouvoir avoir les deux. Je pensais que tu aimais Claire, la femme simple, et non la présidente d'Aigle Rouge. C'était le test parfait, et pendant plusieurs années, il a fonctionné. Mais tu t'es perdu. Tu as commencé à croire ta propre presse. Tu as commencé à croire que tu étais un titan et que je n'étais qu'une petite chatte domestique. Elle désigna les avocats d'un geste. La réception n'a pas été ta première erreur. Elle a seulement été la dernière. Depuis 2 ans, Jean-Marc, je t'observe. Tu as commencé à détourner des fonds. Je n'ai jamais menti. Lança-t-elle soudain, et pour la première fois sa voix claqua comme un fouet. Tout le conseil d'administration sursauta. La robe rouge Versace pour Madame Renaud, passait sur le compte d'Avanti comme frais de représentation. Le pantouse que tu lui loues à Cannes, via une société écran financée par le budget discrétionnaire d'Avanti. Les boucles d'oreilles en diamant de 3 carats achetées pour son anniversaire, classées comme cadeau à des partenaires. Tu n'as pas seulement trompé ta femme, Jean-Marc. Tu as volé la présidente. Tu m'as volé. Elle fit glisser un dossier épais sur la table. Voici l'audit judiciaire et comptable complet de tes 24 derniers mois. Tu as escroqué Aigle Rouge Capital d'environ 4,2 millions de dollars. Assez pour t'envoyer en prison pour très, très longtemps. Jean-Marc cessa de respirer. La prison ? Claire, je t'en supplie, implora-t-il. Sa voix se brisa. Il glissa de la petite chaise et tomba à genoux. Claire, pardon. Je suis désolé. Je ne savais pas. J'ai été idiot. Arrogant. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Claire regarda l'homme pitoyable et brisé, agenouillé sur le sol de marbre. Son visage demeurait parfaitement impassible. Non, Jean-Marc. Tu aimais l'idée que tu te faisais de moi. Tu aimais avoir quelqu'un de silencieux qui ramassait derrière toi. Tu aimais avoir une brebis pour te sentir tigre. L'insulte, en revanche, je pourrais presque la pardonner. Les gens disent des choses stupides et cruelles. Mais tu l'as dite devant mes partenaires. Tu l'as dite devant la presse. Tu as compromis ma position. Tu as humilié ces Delorme, pas seulement Claire. Tu as pris ma discrétion pour de la faiblesse et mon silence pour de la bêtise. Et ce faisant, tu as prouvé que tu n'étais pas seulement un mauvais mari, mais aussi un directeur général dangereux et irresponsable. Elle se leva. Le conseil d'administration a voté. Ton licenciement prend effet immédiatement pour faute grave et détournement de fonds à grande échelle. Aigle Rouge Capital ne déposera pas plainte. Une minuscule lueur d'espoir s'alluma dans les yeux de Jean-Marc. À une condition, poursuivit Claire, sa voix tombant à un murmure glacial. Tu signes ceci. Un avocat posa un document devant lui. C'est une reconnaissance complète des faits et un accord de divorce. Tu pars sans rien. Ni maison, ni voiture, ni œuvre d'art, pas un seul euro. Tu reconnais la fraude et, en échange de mon silence, tu disparais. Tu renonces à toute revendication sur mes actifs, ceux d'Aigle Rouge, et tu signes un accord de confidentialité mondiale, perpétuel. Si tu prononces un jour mon nom, ou celui d'Aigle Rouge, ou si tu m'associes à eux de quelque manière que ce soit, toute la puissance du service juridique de cette entreprise et du parquet français s'abattra sur toi. Tu mourras en prison. Les mains de Jean-Marc tremblaient tant qu'il ne parvenait pas à tenir le stylo. Tu as bâti toute ton identité sur mon argent, Jean-Marc. Maintenant, tu vas voir ce que tu vaux sans lui. Il leva les yeux vers elle, les larmes aux cils. Claire,
je t'en supplie. Je ne suis rien sans toi. Claire hocha la tête, comme une ultime confirmation glaciale. Je sais. Signe. Il saisit le stylo et griffonna son nom. Sa signature n'était qu'un gribouillis fiévreux et désespéré. Bien, dit Claire. Elle se tourna vers le chef de la sécurité. Monsieur Dubois, veuillez escorter Monsieur Delorme hors du bâtiment. Il est désormais officiellement en infraction. On releva Jean-Marc. Tandis qu'on le traînait le long de la table d'obsidienne, devant le conseil d'administration silencieux et tout-puissant, il jeta un dernier regard à la femme qu'il avait appelée son épouse. Elle s'était déjà détournée, regardant par la fenêtre la ville qui lui appartenait, sa ville. Elle discutait déjà des prévisions du 4e trimestre avec Madeleine Fournier, comme s'il n'avait jamais été dans la pièce. 6 mois plus tard, la couverture de Forbes France ne montrait pas un homme. Elle montrait Claire Delorme. La photographie était un portrait noir et blanc, austère. Ses yeux gris regardaient droit l'objectif, irradiant une intelligence et une puissance indéniables. Le titre était simple, Le fantôme au bilion. C'est « Delorme sort de l'ombre ». L'article devint l'histoire la plus lue de l'année. Il détaillait le démantèlement spectaculaire d'Avanti Développement, révélant Jean-Marc Delorme comme un directeur général dispendieux et frauduleux, vivant du génie de son épouse anonyme et toute puissante. Il dressait le portrait d'une femme qui, pendant une décennie, avait été la force la plus influente et la plus invisible de la finance mondiale. L'épisode de la réception devint une légende dans les milieux d'affaires. On l'appela la purge. Claire, apprit-on, n'avait pas seulement liquidé Avanti, elle en avait redistribué les actifs. Elle avait récupéré les meilleurs projets, quelques ingénieurs brillants mais ignorés, et les actifs les plus solides, pour les regrouper dans une nouvelle entreprise, plus compacte et plus agressive, sous son contrôle direct, Groupe Delorme. La nouvelle structure était déjà valorisée 3 fois plus qu'Avanti. Les jours de l'ombre étaient terminés. On la voyait à Davos, à Londres, à Tokyo. Elle parcourait le monde non plus comme le +1 de Jean-Marc, mais comme le titan qu'elle avait toujours été. La brebis, en réalité, était un dragon à qui appartenait toute la montagne. Jean-Marc, lui, était devenu un autre genre de fantôme. Il vivait dans un studio modeste en banlieue parisienne, les murs écaillés. L'accord de confidentialité et les aveux avaient définitivement fermé les portes de l'industrie. Personne ne voulait l'embaucher. Personne ne voulait même lui parler. Il avait vendu ses montres suisses pour payer le loyer, ses costumes Tom Ford pour faire les courses. Il avait essayé de joindre Camille, mais son numéro était hors service. Il avait entendu dire qu'elle était partie à Miami, tentant de s'accrocher à un nouveau titan. Jean-Marc Delorme, autrefois dauphin, était désormais intérimaire. Il travaillait au service courrier d'une compagnie d'assurance de taille moyenne à un poste obtenu grâce à son diplôme, en rayant les 10 dernières années de sa vie de son CV. Un jour, en triant le courrier, il aperçut un exemplaire de Forbes adressé à son collègue. Il fixa le visage de Claire. Il voyait la femme qui avait partagé son lit, celle qui rangeait ses chaussettes, celle qu'il avait si profondément méprisée. Il pensa au pouvoir, à l'argent, à la vie. Pendant 10 ans, il avait tenu dans ses mains un billet de loterie gagnant et l'avait brûlé, par pur orgueil, sans même lire les chiffres. Il glissa le magazine dans la bonne case et passa au suivant. Ses mains, qui avaient autrefois signé des contrats à 100 millions, étaient désormais rêches et tachées d'encre. À l'autre bout de la ville, dans la salle du conseil du 44e étage, Claire Delorme se tenait près de la fenêtre. « Madame la présidente », dit sa nouvelle assistante, Élodie Martin. L'équipe de BNP Paribas est là pour discuter de l'introduction en bourse du groupe Delorme. Ils sont très nerveux. Claire sourit. Un vrai sourire, sincère. Tant mieux. Qu'il le soit. Faites-les entrer. Et, Élodie? Oui, madame. Commandez le déjeuner pour toute l'équipe et demandez qu'on revérifie la climatisation dans le secteur technique. Ces nouveaux serveurs quantiques chauffent beaucoup, et je veux que mes équipes soient à l'aise. Je m'en occupe tout de suite, répondit Élodie en prenant note.
Claire tourna son regard vers la ville, vers les tours inachevées qui avaient autrefois appartenu à Jean-Marc. Sa nouvelle entreprise les rachetait déjà, les réaménageait, les achevait à sa manière. Elle avait fait disparaître son nom de chaque plaque, de chaque immeuble, de chaque en-tête. Elle avait bâti un empire, s'y était dissimulée pour se protéger, et avait été contrainte de le réduire en cendres. Mais à présent, de ces cendres, elle en construisait un nouveau.